Hey, oui bon, on sait, tout le monde est au courant, ça fait 8 mois que j'ai pas fait de vidéo, 8 mois que je vous ai parlé de rien du tout, 8 mois que j'ai disparu de YouTube. C'était une année, et l'année précédente également, c'était 2 années un petit peu compliquées, et on va essayer de se sortir les doigts du cul en 2021, mais je vous garantis rien. Donc, comme d'hab, je sors une vidéo, on verra combien de temps ça va durer, et je vous promets que j'essaye. Je vais essayer de faire les choses plus régulièrement, j'adore parler de bouquins avec vous, le fait est que la vie, vous savez... compliqué la vie quand même, hein. Sans plus d'excuses. J'espère vraiment que 2020 n'a pas été trop dégueulasse pour vous. De mon côté, ça a été, on va dire, 50-50. Les 6 premiers mois, une catastrophe. Les 6 derniers mois, ça va. C'est pas non plus la grande joie. Mais c'est vachement mieux que le début d'année. Donc on va faire avec. Si je suis pas sur YouTube en ce moment, c'est essentiellement parce que je consacre mon temps libre productif. Vous savez, ce temps dans lequel je ne décide pas de juste lire ou jouer aux jeux vidéo, à faire des lives sur Twitch. Donc si jamais vous me suivez pas encore là-bas et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. De toute façon, j'ai le même pseudo partout. Vous pouvez juste chercher sur Google et vous avez tous mes réseaux. On papote beaucoup sur Twitch et depuis peu, je fais des émissions de lecture. Alors vous avez dû les voir passer sur YouTube parce que je mets les replays pour ceux qui les ratent. Du coup, ça s'appelle Le Cocon, parce que le cocon, c'est ma vie. Orienté cocooning, bien-être, etc. C'est moi ça. Donc j'ai fait ça. C'est tous les 2 mercredis normalement. Je sais pas quand sera le prochain, et aussi on est sur Discord. Si vous voulez suivre un petit peu les actualités, je vous préviens à chaque fois qu'il y a un live, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Quand il y a des vidéos. Mais voilà, on va pas tout le temps, sauf pas sur YouTube en ce moment. Mais bon, encore une fois, j'espère que ça va changer. Bilan 2020, du coup je vous disais 2020 dégueulasse plutôt. Par contre, j'ai lu 140 livres, ce qui est complètement débile et je ne recommencerai pas. Enfin c'est débile pour moi en tout cas. Je sais qu'il y en a qui en lisent beaucoup plus que ça, je sais qu'il y en a qui en lisent beaucoup moins que ça, et 140 c'est pas bien pour mon rythme personnel. Notamment parce que j'arrivais mi-décembre et qu'il m'en manquait une vingtaine. Donc j'ai un peu paniqué et lu toutes les BD que j'avais chez moi juste pour finir ce challenge. Mais je pense que je dois avoir un petit, pas un TOC, vous voyez, mais un truc sur les challenges que je me pose. Au moins, ça fait ça de réussir dans ma vie par rapport au reste, qui dégringole complètement. Donc, il faut bien trouver du positif. Mais bref, c'était trop, c'était pas assez qualitatif. Je me rends compte en faisant mon bilan que les livres dont je vais vous parler, la moitié je m'en rappelle plus assez pour en parler longuement, donc ça va être un bilan un peu ridicule. Mais je vais quand même vous faire un top et un flop. Donc mes meilleures et mes pires lectures de 2020, les plus marquantes, les plus pourries. J'en ai une naze les gars, mais naze, j'ai trop envie de vous en parler. Je pense qu'en fait ma grande passion c'est pas de parler des bouquins bien, c'est de parler des bouquins nuls. Mais bref, en 2021 j'ai juste essayé de me concentrer sur des lectures plus impactantes, prendre plus le temps de lire et pas lire juste pour un challenge, je trouve ça débile. Vraiment c'était complètement con de faire ça cette année. C'est les bonnes résolutions, essayer de me remettre un petit peu sur YouTube et essayer de lire... de manière plus qualitative. On va pas mal parler de BD et de lecture graphique dans tous les cas dans cette vidéo parce qu'en 2020, finalement, j'ai lu assez peu de romans et pas beaucoup de très marquants. Donc je vais surtout vous parler de BD pour mes meilleures lectures. Je pense que j'en ai lu... genre sur 140 livres lus, j'ai dû lire 100 ou plus lectures graphiques. Vraiment, le ratio cette année, c'est n'importe quoi. Je vais commencer par la meilleure, peut-être. Je vais commencer par la meilleure. En fait, c'est une BD que j'avais initialement prévu d'acheter pour offrir à Noël, et après je me suis dit que si jamais ça plaît pas, ce serait bien que je teste moi d'abord, donc je m'en suis prise pour moi, j'en ai acheté d'autres pour la personne à qui j'ai pris les BD. Alors, c'était mon papa. J'en entends parler depuis longtemps, le tome 2 est sorti, et tout le monde me dit que c'est trop bien, je suis allée dans ma petite librairie que j'adore, et le libraire m'a dit mais ça c'est vraiment trop bien, hyper différent de ce qu'on a déjà vu, etc. Donc j'ai pris, j'ai acheté, j'ai lu immédiatement et c'était génial. C'est Il faut flinguer Ramirez. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est qui? C'est de Nicolas Petrimo qui a priori était dans la com ou quelque chose comme ça avant. Je crois qu'il raconte un peu sa vie à un moment. Dans cette BD, on suit l'histoire de Ramirez du coup. Lui, là, qui est en fond, qui se fait chercher par la mafia mexicaine alors qu'il bosse tranquillement dans sa petite entreprise d'aspirateur dans lequel il est... service après-vente, etc. Il fait de la réparation. Il fait rien de mal, et il y a la mafia mexicaine qui lui tombe dessus. Bah, il va juste fuir, et d'un autre côté, on sait qu'il a un passif avec eux, mais d'autre côté, peut-être pas lui, on comprend pas trop, c'est pas clair. L'intérêt tout premier de la BD, si vous avez l'occasion, c'est de l'ouvrir, parce que visuellement, c'est absolument magnifique. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans un film, dans une ambiance un peu funky cops, slash... c'était quoi
C'était quoi la série avec les flics de bidule là? Genre à Los Angeles ou quoi? Ambiance un peu rétro, années 70, etc. C'est vraiment une ambiance de fou, les couleurs, les dessins, incroyables. Perso, hyper cool, et Ramirez, je suis hyper attachée à lui. C'est juste que le pauvre, c'est une petite victime quand même dans cette histoire. Il a a priori rien fait de mal, et les gens s'en prennent à lui, mais on comprend pas. Et je veux savoir, et je veux le tome 2. Alors j'ai failli l'acheter il y a genre une semaine, mais il est un peu lourd, et j'avais déjà genre 15 autres livres dans mon sac, et j'avais déjà très mal au dos, donc je me le suis pas pris, mais je regrette à chaque instant, et la prochaine fois que je vais en librairie, je vais me l'acheter immédiatement. Même si l'histoire vous intéresse pas spécialement, je vous recommande de l'ouvrir, parce que visuellement c'est une bombe. Je trouve que toute la BD est hyper bien rythmée, et t'as vraiment l'impression, qui est dingue, c'est de regarder une série télé à haut budget. Pas les séries de flics à 2 balles, vous savez, les séries allemandes, genre Rex et compagnie, genre Le Clown. Ma génération ça. Pas ce genre de série, non, une série à budget ou un film de Michael Bay, vu que ça explose pas mal. Du coup, je pense que je vais l'acheter à mon papa. Je pense qu'il va bien aimer. Je continue bien évidemment avec de la BD. J'ai que le tome 2 sur moi vu que j'ai prêté le tome 1. La personne à qui je l'ai prêté n'a pas adoré autant que moi. Donc voilà, les avis sont potentiellement mitigés. Et je vous en ai en plus déjà parlé cette année, parmi les 2 ou 3 vidéos que j'ai fait, je crois. Mais lisez-le, c'est bien. C'est Bolshoi Arena de Goulet et Hassen, et je sais toujours pas comment on le prononce. Je m'étais dit d'apprendre à prononcer ce nom, et en fait, j'ai oublié. Donc là, c'est le tome 2, déjà. Moi, je suis littéralement une victime pour ce genre de choses. C'est pour ça la première fois d'ailleurs que j'ai posé mon regard en librairie sur ce bouquin. C'est à cause de cette petite jaquette transparente que je n'ai pas sur le tome 1 malheureusement. Ma vie est si nulle. Boulet, c'est un illustrateur que je suis depuis que j'ai genre 16 ans. Ça fait très longtemps que je fais son blog. J'achète ses recueils de notes de blog, etc. qu'il fait en papier. Et là du coup c'est un truc qu'il fait en A2. Donc lui il est scénariste et Hassen s'occupe des dessins. Bon, après je pense qu'il fait un peu plus A2. Que ça doit être un peu moins bien découpé vu que vous l'êtes illustrateur de base. Je sais pas si Hassen travaille sur le scénario, j'en sais rien en fait. Je dis des choses, je les assume, mais peut-être que c'est pas le cas. Parce que je suis une booktubeuse en carton. Est-ce que je suis encore une booktubeuse d'ailleurs? Les vraies questions. Donc, dans cette jeune femme, on suit... Dans cette jeune femme... Non. Dans cette histoire, on suit une jeune femme qui est étudiante et elle fait sa thèse sur Titan, le satellite de Jupiter. Titan? Je crois que oui. Dans ce monde, il y a un monde virtuel en fait auquel on accède si on met un casque. Il y a vraiment toute une économie, il y a vraiment tout un système politique, etc. dedans, donc c'est un monde virtuel, mais quand même... tout s'y passe en fait. T'as le monde réel et t'as ce monde-là, et en fait... Toi, t'as 2 vies. En fait, toi, t'as 2 vies. Mais le monde entier a 2 vies aussi. Ça ne veut rien dire. Je suis rouillée, ok. Je suis une mamie, c'est dingue. Cette jeune femme est dans ce monde, c'est un monde très spatial, donc on est dans l'espace, on va de planète en planète très rapidement, tu peux pas aller n'importe où en fonction de qui t'es, en fonction de l'argent que t'as. Le but du monde virtuel en fait c'est d'explorer tout l'espace et de conquérir le premier certaines zones pour exploiter les richesses des planètes découvertes. Capitalisme quoi. Elle va passer beaucoup de temps dans ce monde virtuel jusqu'à inquiéter ses proches. Pas plus de spoil parce que sinon je vais vous raconter la fin du tome 1. Le niveau graphisme c'est très différent de ce qui a été fait sur la BD et que je vous ai présenté juste avant. C'est très délicat, beaucoup plus pastel. Moi c'est un style que j'aime beaucoup. Ça m'a pas du tout choqué. Par contre je sais que par exemple mon pote qui a pas apprécié le tome 1 n'était pas très fan des dessins, alors que moi j'adore. Donc quoi ça... C'est en fonction de la sensibilité des gens. Ici c'est peut-être plus l'histoire et la manière dont elle est racontée, ainsi que la création du monde, qui est complètement dingue et super intelligente, et je trouve ça génial. J'ai hâte d'avoir la suite. S'il vous plaît, travaillez bien tous les deux, parce que je veux que le tome 3 soit disponible bientôt, mais je sais que vous avez beaucoup de travail. J'ai lu Ces jours qui disparaissent. Il m'a été offert par Laura, merci beaucoup Laura. J'avais lu Le Patient de Timothée Le Boucher, qui était sorti... l'année dernière. C'est Glénat qui me l'avait envoyé directement. Mon problème, c'est que comme je suis un peu inactive sur YouTube, j'ai ce syndrome de l'imposteur terrible qui fait que je ne réponds plus aux emails des maisons d'édition qui me proposent de m'envoyer des livres formidables. Glénat, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Promis.
promis, on est copains. Il est sorti avant Le Patient, mais j'ai lu Le Patient puisque Glénat me l'a envoyé à la sortie. Celui-ci, je trouve, est encore meilleur que Le Patient. Et la meilleure façon que j'ai de vous décrire cette bande dessinée, c'est que c'est un long cauchemar. Et en parlant avec ceux qui l'ont lu, c'est le seul truc qui revient tout le temps, c'est que t'es dans un putain de cauchemar et t'arrives pas à t'en sortir. Et c'est horrible. On suit ce mec qui s'appelle Lucien Lubin. Il monte un spectacle d'acrobatie avec ses amis. Et ils ont tous une spécialité différente, et lui, voilà, c'est l'acrobatie, les grands écarts, les galipettes, etc. La journée aussi, il travaille dans une supérette pour pouvoir gagner sa vie. Et un jour, Lubin, il va être très fatigué. Il va faire un gros dodo, et il va pas se réveiller. Et il va se réveiller le lendemain seulement. Il va dormir genre 30 heures d'affilée. Sauf que, en se réveillant, il va se rendre compte que il a raté son taf, il a raté son rendez-vous avec sa troupe. Mais pour autant, il est sorti, et il a fait des choses de sa journée, sauf que il se rappelle pas. Et il comprend pas. Et ça recommence, un jour sur deux, en fait, il ne vit plus et il y a un autre truc qui vit à sa place. Et on va découvrir tout le long de l'histoire comment ça se passe. Ce livre, tu le termines et c'est tellement horrible. Quand je vous dis un cauchemar, c'était vraiment l'impression que ça te donne. C'est que tout le long, jusqu'à la fin, et je vous dirai pas comment ça se termine évidemment, tu te dis mais putain, j'aurais exactement pu avoir ce cauchemar, cette nuit. Et passer vraiment une sale nuit. Il faut vraiment que je vous parle de cette chiasse que j'ai lue. En fait, je l'ai pas parce que je l'ai lu en e-book. Sur ma petite Inkpad 3, qui est bien patiente avec moi, qui se prend des coups, de la poussière, parce qu'il reste des années, pas des années, des mois sur ma table de nuit. Elle est toujours vivante, sans l'avoir allumée pendant 6 mois, elle tenait encore 3 semaines de batterie allumée non-stop, c'est un délire. Les liseuses, franchement, c'est vraiment trop bien. Yo le tome 1. J'en avais parlé il y a très longtemps avec vous. J'aime pas les romances. Ça m'empêche pas d'en lire de temps en temps, en me disant que c'est des bouquins qui se lisent vite, c'est souvent feel good et compagnie, mais en fait, à chaque fois que j'en lis une, je suis hyper déçue du traitement des gens, de la façon dont on romantise les relations hyper toxiques, et j'en ai ras le cul. Et ça, c'était un exemple hyper parfait d'une relation hyper toxique, mise en avant, mise en scène, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce bouquin, et je vous vomis dans la bouche, parce que franchement, je comprends pas pourquoi. Je pense que c'est super important qu'on en parle aujourd'hui. J'ai lu cette grosse chiasse, Marked Men, tome 1. Rule. Le mec s'appelle Règle. Marked Men, c'est une série de romans sur des mecs tatoués, percés, etc. Donc nous allons en parler dès maintenant. J'ai hâte qu'on parle de piercing sur le gland, parce que visiblement c'est une obsession de l'autrice. Et je pense que c'est important qu'on le signale dans cette petite chronique que je vais vous faire. J'espère que vous êtes tous majeurs, parce que ça va parler de cul. Alors déjà, ce bouquin a 4 étoiles plus sur Goodreads, donc c'est-à-dire que... attendez, il y a combien de gens? Je suis en squat. 93 669 personnes ont voté pour ce livre. En moyenne, 4,13 de moyenne sur 5. Je glisse énormément. Non, ce livre, c'est de la merde. Il y a plusieurs points, et si vous me suivez sur Goodreads, désolé, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit, c'est un des rares livres que j'ai chroniqué, j'ai pris le temps d'écrire 20 lignes sur pourquoi ce livre est naze. Les gars, je sais que les bad boys, etc., on nous a toujours dit oui, c'est sexy, etc., mais non, on veut des mecs bien, on veut des relations saines, on veut des gens pleins de communication, ils peuvent être tatoués et percés sur le gland, on s'en fout, on veut juste qu'ils soient mentalement sains, on ne veut pas s'accoupler avec des grosses bouses, on ne fait plus ça, on est en 2021 les gars, il faut changer, ok? Dans ce bouquin, toutes les filles sont des salopes. Je suis désolée d'avance pour toutes les insultes que je vais utiliser dans cette petite chronique, c'est pas du tout contre les femmes ou quoi, au contraire, je suis en mode girl power, tous les mecs c'est du caca et les filles c'est vraiment trop bien. Le fait est que c'est des mots qui sont utilisés dans le bouquin, dans ce bouquin, toutes les filles sont des salopes. Il n'y a que Shaw qui soit la meuf pure et bienveillante, qui est assez bien pour faire changer le mec. Toutes les autres, quand le mec entre dans une pièce, le regarde avec des yeux comme ça là, toutes les filles qui voient ce mec ont envie instantanément de se faire prendre le cul par lui. Je suis désolée par les expressions que j'utilise, j'en peux plus. Ce livre, il m'a changé. Tout le monde rêve de coucher avec lui, juste parce qu'il existe. Mais non mais vraiment, littéralement, le mec, je crois, à un moment, il va genre chercher un café au Starbucks, un truc comme ça, il revient à sa voiture, et il y a une meuf qui lui fait des propositions. La personne
C'est une femme qui a écrit ce bouquin, elle s'est dit que ça existait vraiment. Enfin, genre, elle fait ça, elle. Vous voyez un mec tout seul dans la rue, avec son petit café qui va à sa voiture, vous lui faites comprendre par la danse de la séduction que vous êtes disponible. Le mec, c'est un pénis sur pattes, en fait. C'est trop bizarre. Je vous dis, le traitement des personnages est trop chelou. Donc, nous avons un pénis sur pattes, et cette meuf pure et vierge, bien évidemment, puisque il n'y a qu'elle qui soit assez bonne pour lui. Ils sont tous les deux claqués au sol, les seuls attributs caractéristiques du mec c'est son physique, sinon c'est une coquille vide, il est inintéressant. Il y a un truc que j'ai pas non plus apprécié du tout dans ce bouquin, et c'est un truc qu'on critique beaucoup en ces années là, parce que c'est ridicule, il y a un plot twist complètement naze. Je peux spoiler un petit peu, s'il vous plaît. En gros il y a un perso secondaire dont on parle beaucoup, qui est décédé, et qui était gay. Sauf qu'il y a que Shaw qui était au courant vu que c'était son BFF. C'était le plot twist, le grand secret que le mec cachait à tout le monde. Oh mon dieu, il était gay. On ne fait plus de plot twist sur les orientations sexuelles. Les gens sont gays, c'est pas grave. Arrêtez de faire un plot twist avec ce genre d'informations. Faites des vrais plot twists. Il a tué un enfant, il a caché son corps dans la grange, un truc comme ça. Un truc qui te fait péter le cerveau. Vivement le tome 2 que je ne lirai pas. Et le tome 3, vu qu'il y a les 3 frères qui ont leur bouquin, je crois. À moins que on me le demande expressément et que je vous fais des chroniques en direct. Autre lecture qui m'a surprise et marquée. Il faut vraiment que j'en parle. J'ai ni adoré ni détesté, mais il faut qu'on en parle. Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. En parlant avec la personne qui me l'a conseillé expressément, on s'est rendu compte en fait qu'on n'avait pas le cerveau qui fonctionnait de la même manière. De son côté, elle part à fond dans les bouquins, elle arrive vraiment à se mettre dans des ambiances, et moi je suis... malheureusement également pour moi, beaucoup trop cartésienne et terre à terre. Alors j'adore la fantaisie, j'adore les trucs fantastiques. J'arrive à m'imaginer dans un monde imaginaire, mais pas un monde comme celui-ci. Vita Nostra, il est vendu comme le nouvel Harry Potter, mais pas du tout, pas du tout. On est dans une école qui apprend des choses métaphysiques à ses étudiants, et on est dans une école dans laquelle les étudiants ne comprennent pas ce qu'ils font, puisqu'on leur apprend des trucs au-delà de ce qu'ils sont censés comprendre. Mais ils l'apprennent quand même. Et ils le font, et ils ont des résultats. Pour autant, personne ne comprend. Et comme eux ne comprennent pas, toi, tu ne comprends pas non plus. Si vous aimez pas tout comprendre, et laisser votre cerveau vadrouiller, vraiment c'est pour vous. Et aussi un truc à savoir, c'est que c'est de base écrit en russe. Est-ce que je suis très sûre de ça? Non. Mais je crois que oui. Culturellement, il y a des trucs qu'on peut pas comprendre tout de suite. Donc renseignez-vous notamment sur la construction des prénoms et noms de famille russes, parce que c'est plus simple à comprendre comme ça. Et j'ai mis genre 4 mois à le lire. Alors la fin, je l'ai lu, j'ai dit ok, ça se termine vraiment comme ça. J'ai lu des analyses de la fin, parce qu'il y a des livres comme ça, je regarde ce qu'en pensent les gens. Et les gens sont partis loin, les gens, c'est là que je me rends compte que je suis pas faite pour faire de l'étude de texte, etc. J'ai bien fait de pas prendre un bac littéraire, par exemple, parce que je suis cartésienne à fond, et que moi, je lis premier degré, et je vais jamais plus loin. C'est pour ça que quand je fais mes chroniques aussi, je parle pas des thèmes qu'aborde un bouquin, parce que des fois, je les vois même pas. Quand il faut lire un truc dans le texte, ça, j'en suis incapable. Et c'est ça tout le long du bouquin. C'est une expérience, je pense. Par contre, si vous êtes comme moi, juste observez-le, parce qu'il est très joli, mais prenez pas le temps. Enfin, vous allez... perdre du temps. J'ai parlé un peu longtemps, mais ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé. J'espère à tous que vous allez très très bien. J'espère que vous m'oubliez pas. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, l'oubli, c'est ma plus grande peur. C'est le truc que je déteste le plus au monde. De base, je suis quelqu'un qu'on oublie très facilement dans la vie. C'est trop bizarre. Moi, j'oublie personne et tout le monde m'oublie. C'est très, très perturbant quand tu vois des amis d'enfance qui savent même plus ton prénom et qui t'appellent par un autre. Pourquoi je vous raconte ça, je sais pas. Mais j'espère que vous allez tous très bien. Encore une fois, n'hésitez pas surtout à rejoindre mon Discord si vous souhaitez être tenu un petit peu au courant de ce que je fais. Et je suis aussi dispo sur Twitch 3 à 4 fois par semaine. J'espère vraiment que l'année 2021 va être très très bonne pour vous. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à la prochaine. Peut-être. Bye.